Bonjour à toi Marmoud. On est d'accord? Là, si tu t'appelles vraiment Marmoud, là tout de suite, ça doit être bizarre. Enfin, tu dois pas être très nombreux dans ce cas-là, hein. Avant quoi que ce soit, si tu as n'importe quoi à faire de mieux, qui soit susceptible de te rapporter quelque chose, plutôt que de regarder une vidéo YouTube, tu dégages et tu le fais. J'espère que ça t'aura donné la motivation que tu cherchais. Ok, si tu es toujours là, alors let's go! L'introspection est souvent présentée comme la mère de toutes les vertus. Une vertu qui se perdrait de plus en plus d'ailleurs, dit-on. Mais est-ce vraiment une vertu? Alors bien sûr, quand on pense à l'introspection, on est nombreux à visualiser Josiane, 55 ans, en position du lotus, qui pratique une méditation transcendantale des plus délicieuses et qui perçoit les changements incroyables que cela a sur sa vie. Alors oui, toi, depuis l'extérieur, tu as l'impression qu'elle perd son temps et que sa vie n'a pas bougé d'un iota dans les actes depuis qu'elle a commencé. Mais au fond, qu'est-ce que tu y connais, toi, au rayonnement cosmique ondulatoire des tachyons? Une autre chose qui nous vient souvent quand on pense introspection, ce sont les intellectuels hors sol qu'on assimile volontiers à une sorte de branlette intellectuelle. Pardon, une sorte d'onanisme intellectuel. Je suis d'une vulgarité, bordel à queue. Bon, bien sûr, ça c'est si vous êtes contre cette pratique. Et normalement, à ce moment de la vidéo, ceux qui sont pour ont déjà une pelletée d'arguments pour me détruire en commentaire, voire sont déjà en train de le faire. D'ailleurs, je vous en prie, faites-le, mais on dit que vous le faites après la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de ce que je considère comme une vérité impopulaire. Pourquoi se recentrer sur soi-même, s'interroger sur ce qu'on ne veut pas, pourquoi méditer peut distiller un véritable poison si l'on n'y prend pas garde. Si vous êtes du genre à vous prendre la tête, comme le disent tous ceux qui vous aiment très fort, vous aurez sûrement remarqué que ceux qui le font moins, en règle générale, sont plus heureux. Et ça, pour ceux qui connaissent les plaisirs de la construction des choses de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de facile à accepter. En plus, c'est à la mode, c'est vous dire si c'est scandaleux. Comme le disait l'autre, il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Il vaut mieux connaître de temps en temps le plaisir de goûter au chocolat que vivre en ignorant qu'une telle chose puisse exister. De toute façon, si on vous permettait de revenir en arrière, le feriez-vous vraiment? C'est ça. Vous préférez la frustration de connaître ce que vous savez, tout en observant que la plupart des autres sont incapables de s'y entendre vraiment. Vous préférez la frustration de savoir que c'est l'infini du savoir qui s'offre potentiellement à vous sans jamais pouvoir l'embrasser pleinement, à un retour en arrière. Mais pourtant, vous sentez une ombre vous accompagner. Une ombre qui prend la forme d'une part d'isolement par rapport au reste de la marge du monde, de cet épuisement qu'il y a à nager trop longtemps, trop souvent contre le courant. Mais après tout, un jour, vous leur donnerez tort, n'est-ce pas? Eh bien, c'est derrière cette ombre-là que se cache le danger le plus grand. L'ombre tapie dans l'ombre. Celle qui échappe généralement à votre vigilance dès lors que vous avez attrapé la première des deux. Bien sûr, on va parler des deux. Et on va en parler bien. Et pour en parler bien, j'ai besoin de d'abord faire un détour par l'histoire de notre Terre. Notre Terre avec un grand T. Une histoire dont seuls nos gènes portent encore la trace, la mémoire. Une histoire qui confère à notre cerveau une fonction majeure, sur laquelle, quoi qu'on en ait l'impression, nous n'avons aucune prise. Et ça, c'est intéressant. Alors que les premières cellules peuplent déjà les océans, il y a 3,8 milliards d'années, et probablement encore avant, mais actuellement les traces sont plus discutées, des répétitions dans la variation du milieu, environnant, tantôt les bercent, tantôt meurtrissent ces premières formes de vie. L'alternance des jours toutes les 10 heures, par exemple, entraîne une variation de luminosité qui elle-même a des conséquences sur la température et sur bien d'autres choses encore. Oui, vous avez bien entendu, 10 heures. La durée des jours, comme toute chose dans cet univers, n'a pas toujours été la même. Tout change. La rotation de notre planète va en ralentissant. Et bien pour ces formes de vie, parmi elles, celles qui naissent avec un mécanisme quelconque qui peut enregistrer le temps, ces motifs cycliques tout du moins, comme une accumulation de métabolites par exemple, ces molécules associées aux activités chimiques intracellulaires qui, dans ce cas précis, peuvent agir comme un compteur. Bien, ces formes-là sont avantagées. Si tant est que ce système fût couplé à d'autres, il leur permettait dès lors de s'adapter aux variations de leur milieu. Tout ce qui allait émerger chez leurs descendants, et qui allait améliorer ce système-là, allait donc mécaniquement être sélectionné très positivement et conduire à un couplage fort entre ces rythmes internes, ces rythmes biologiques, métaboliques, et les variations dont ils mimaient le comportement, celles du monde physique. Une sorte de première conceptualisation finalement,
métabolique ici, des motifs itératifs du monde, de ce qui se répète, une tentative du vivant pour danser en suivant le tempo de son environnement. Bien sûr, une telle chose, un codage métabolique du temps, s'est transmis à tous leurs descendants. Par exemple, les arbres qui perdent aujourd'hui leurs feuilles le font pour partie parce qu'ils ont une idée de la durée du jour par le biais de l'accumulation de molécules, telles que certains phytochromes par exemple, qui vont, dès lors qu'ils atteignent une certaine quantité, aller jusqu'à activer ou au contraire interdire l'expression des gènes même de la plante. Même les arbres ont une certaine idée du temps, bien qu'ici, j'en convienne, le terme d'idée soit quelque peu mésusé. Bien sûr, chez les animaux aussi, de tels rythmes biologiques endogènes existent. Votre cœur bat de lui-même à 90 battements par minute, sans aucune nécessité de contrôle qui diminue ou accroisse son activité, du fait de processus analogues. Même hors de votre corps, comme c'est le cas lors des transplantations cardiaques par exemple, il bat à 90 battements par minute, ce qui est assez remarquable à observer. Contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, nous avons tous le rythme dans la peau de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas limité qu'à cela. Chez l'immense majorité des animaux, c'est un type de cellule spécialisée qui va jouer un rôle essentiel, le neurone. Mais en réalité, c'est l'interaction entre les neurones, les cellules gliales, les cellules de Schwann et bien d'autres, mais là on s'en fout, on n'a pas besoin de ce niveau de détail ici. À travers les motifs complexes que les neurones peuvent composer, structurer, ces mosaïques de réseaux qu'ils dessinent, ils sont à même de générer des mimétismes des rythmes, des objets du monde, de plus en plus fins à mesure que leur nombre, et surtout le nombre de leurs liens, augmente. Pour les espèces qui peuvent entretenir un tel réseau, qui ont l'avantage de pouvoir supporter ce poids-là, c'est un avantage remarquable pour prédire. Et cela leur ouvre une dimension nouvelle, la dimension conceptuelle. D'une part, les réseaux de neurones griment les objets de mieux en mieux. D'autre part, à mesure qu'ils se structurent, ils construisent des algorithmes de plus en plus fins pour mimer les changements, les dynamiques du monde. Et c'est de la dialectique entre le réel, ou plutôt entre sa forme tronquée, celle que nous transmettent nos sens, et ses structures cérébrales, nos structures cérébrales, qu'émerge notre compréhension du monde, qu'émerge son anticipation et, comme je l'ai assez dit dans ma vidéo précédente, sa rétrodiction. Une super vidéo d'ailleurs, tu pourras aller la voir dès que tu auras terminé celle-ci. Quelle chance tu as! Pour en revenir au sujet, notre cerveau a donc une fonction majeure, héritée de la nuit des temps biologiques. Danser au rythme du monde, l'anticiper. C'est aussi là la base qui structure notre attention. Mais ça, c'est une autre histoire, peut-être à venir bientôt sur la chaîne, qui sait. Notre cerveau supporte une large part de notre identité, bien sûr, comme nous le savons. Mais nous venons de le voir, il sert aussi à notre maître. Dire cette danse des objets physiques, anticiper la marche du réel, retrouver et discerner des patterns. Mais il y a un problème. Cette fonction-là, elle ne souffre d'aucune pause. Jamais elle n'est mise sur arrêt. Vous devez étudier les rythmes et en déduire la suite. Vous devez nourrir votre cerveau de données sur lesquelles se faire les dents. C'est là que se profile l'ombre première que projette l'isolement. Que celui-ci provienne d'une introspection volontaire donc, ou d'une situation davantage subie, votre cerveau doit résoudre des problèmes. Et si vous ne lui en proposez pas, il va en identifier lui-même, quitte à relier des données sans lien. Eh oui, faute de grive, on mange des merles. On parle là d'apophénie quand ça devient problématique. Quand notre cerveau infère des liens qui n'existent pas. Une sorte de super illusion de notre sixième sens, notre sens logique, ce sens qui explore l'avenir. Et comme tous les autres, il peut tomber sous le coup d'une illusion. Mais celles-ci sont bien moins connues et souvent bien moins ludiques. Sans chercher à nourrir votre cerveau des bonnes données, et même s'il fonctionne bien, ou pire, très bien, vous obtiendrez à coup sûr des choses fausses, ou pire, très fausses. Ciblez les données sur lesquelles vous voulez l'entraîner, les pistes que vous voulez qu'il explore, est nécessaire. Faute de quoi, en lieu et place d'un château de pierre, vous obtiendrez un château de sable. Une introspection trop longue, sans un retour au réel pour régler vos rythmes internes ou obtenir des données fraîches, sans les bons Zeitgeber, comme on les appelle, ne peut conduire la plupart du temps qu'à des boucles réflexives malsaines ou sclérosées. Dans ce temps où on sait plus ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut, je vous engage à réaliser l'activité suivante, très simple, pour identifier des pistes de réflexion saines pour vous. Faites-le vraiment, ouvrez des sentiers potentiellement prospères, essayez-vous à une introspection sans poison. Soyez acteur maintenant. Prenez une feuille, un stylo ou ce que vous voulez pour noter et notez 3 choses, en vous plaçant initialement dans l'état d'esprit suivant, que vous n'êtes limité par rien, ni matériellement,
ni temporellement, ni même intellectuellement. La première chose que vous allez noter concerne une activité que vous souhaiteriez faire dans votre vie. La deuxième, une chose que vous souhaiteriez posséder. Et la troisième, un événement, un moment, seul ou à plusieurs, que vous souhaiteriez vivre. À présent que vous êtes muni de ces trois éléments, indiquez à côté, en dessous, là où vous avez la place, un pas vers cet objectif à l'horizon d'une semaine. Même si ce pas est très modeste, même si ça vous semble ridicule, il faut d'ailleurs qu'il le soit suffisamment pour être très vite réalisable. Notez-en un autre à l'horizon d'1 mois et un dernier à l'horizon de 3 mois. Quand bien même vous n'atteindriez pas l'objectif idyllique, le chemin parcouru sera forcément positif et s'inscrira dans le sens de vos réelles ambitions. Peu importe le jugement qu'on pourrait porter dessus. Votre cerveau travaillera sur les choses saines, du moins saines selon vous, pour vous. Bien sûr, c'est le genre d'activité, le genre d'opération que vous pouvez répéter à l'envi autant de fois que vous en aurez envie, besoin tout au long de votre vie. Nous en avons à présent fini avec la première ombre, celle que pose l'isolement. Il nous reste la plus sombre à voir, celle qui se cache derrière. En effet, dans cette caverne où dansent les ombres sur le mur, nous confondons bien souvent les motifs que structure notre cerveau avec la réalité. Et cela nous conduit à de nombreuses déconvenues. L'ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais bien l'illusion de la connaissance. Eh bien, cette confusion entre le réel et ses motifs mentaux pose au moins 2 problèmes qui s'accentuent à mesure qu'on progresse dans cette direction. Le premier, c'est que notre cerveau peut produire des notions qui n'ont aucunement partie liée avec le réel. Le mot néant me paraît être un bon exemple. Du fait qu'on dispose des avatars des objets matériels, des portes logiques somme et contraire d'eux, on peut structurer la notion somme de tous les objets, et on fait contraire d'eux, et on structure la notion de rien, c'est-à-dire le néant. Cette idée, aussi intéressante et discutable qu'elle puisse être, ne peut conduire qu'à des réflexions fallacieuses, et pourtant si belles, comme la fameuse question philosophique par exemple, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Eh bien ce mot est stérile dès lors qu'il est impliqué dans une question qui ne souffre qu'un examen intellectuel. Il est limitant. Certains concepts sont ainsi, et vérifier leur identité au réel avant de s'en emparer pour une réflexion hors sol est nécessaire pour ne pas se perdre dans les dédales obscurs et infinis des raisonnements incohérents. Le second problème, c'est qu'à trouver de l'ordre partout, et comme nous l'avons vu, quand votre cerveau cherche, il trouve, même si c'est une apophénie. On en oublie un élément essentiel du monde, sa part de chaos. Nous ne devons pas oublier que dans un monde aussi profond et complexe, le chaos va bon train. Et que des effets papillons aux effets boule de neige, nous devons nous attendre à l'inattendu. Non pas qu'il faille nous immobiliser sous prétexte qu'on ne peut pas tout prévoir en succombant à la catalepsie, non. Mais qu'il faille intégrer les impondérables comme normaux, ça, c'est une certitude. Et on est de moins en moins capable de le faire à mesure qu'on vit dans le monde des idées, qu'on y structure ces idées. Le monde, lui, ne nous trahit jamais. Notre cerveau, souvent, à chaque fois qu'il croit voir dans le monde de fausses promesses. Mais c'est là le prix à payer pour espérer accroître notre empire sur le réel. Acceptez le chaos qui finira par balayer vos efforts. Acceptez que tout ne vous est jamais que prêté. Votre santé, l'amour de votre prochain, vos biens matériels. Soyez conscient d'être Sisyphe, mais soyez Sisyphe heureux. Vivre, c'est retarder l'inévitable, et chaque retard que vous lui infligez est une victoire, un accomplissement, et mène un sentiment de bonheur. Mais soyez beau joueur et n'oubliez jamais qu'à la fin de la partie, on rend les jetons. Bon, bien sûr, dans cette vidéo, j'ai fait le procès de l'introspection, l'assimilant à cette forme d'individualisme dans laquelle nous plonge notre société, dont je fais le procès régulièrement. Et je sais qu'elle n'est pas que ça. Mais je l'ai aussi fait pour tempérer l'éloge que j'ai pu faire de ce qui peut émerger du monde des idées. Évidemment que prendre un moment pour s'isoler de la marche du monde et laisser notre cerveau travailler selon un point de vue nouveau est toujours une bonne idée. Que ce soit en se coupant volontairement du numérique pendant un temps donné, par exemple, en changeant de lieu, en s'éloignant des personnes de notre quotidien. Inventer qui on veut être est toujours une bonne idée. Pourtant, toutes les formes de construction d'idées ne se valent pas. Et c'est bien du dialogue entre les différentes strates qui nous structurent qu'émerge notre nature. Celle de cette corde tendue entre le monde matériel et le monde des idées. Négliger trop longtemps l'une d'elles, le corps ou l'esprit, l'enfant ou l'adulte, le jeu ou le sérieux, est toujours une bêtise en soi. Notre monde est ce qui rend ce miracle possible.
l'existence de toutes ces entités a priori duales simultanément. Tiens, faudrait que je trouve un nom de chaîne en rapport avec ça. Bon, pour résumer, n'oubliez plus, demandez-vous ce que vous voulez être plutôt que de vous demander constamment ce que vous ne voulez pas être. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez me remercier, vous connaissez le principe, abonnement, la cloche, classique. Merci de rager en commentaire pour faire avancer le débat et construire ensemble un beau complément à la vidéo qui profitera à tous. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et à très bientôt sur Dualité. Je me demande combien de commentaires vont proposer que je dénigre la méditation, la spiritualité, que j'ai tort, tout ça, alors que j'ai jamais dit ça ici. Finalement, bienheureux les simples d'esprit est une maxime qui colle bien à cette vidéo. Et ceux qui auraient pensé ça, ils doivent être très très heureux.